Bonsoir Christine Ockrent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne vous présente pas. Vous avez présenté le 20h de Antenne 2. Aujourd'hui, c'est à la radio sur France Culture qu'on vous retrouve tous les samedis entre 11h et midi, c'est ça? Bravo, c'est Pour ça. Questions internationales. Ça s'appelle Affaires étrangères. Affaires étrangères, j'étais presque. Bon, on va parler de tout ça dans quelques instants, mais tout d'abord, j'aimerais parler avec vous de notre sujet. Peut-on croire encore aux journalistes? Vous qui connaissez ce métier depuis des années et des années, comment vous avez vu l'évolution du métier de journaliste? C'est un métier qui a énormément changé à cause de la technologie. Le fait que maintenant, on a des images qui proviennent pratiquement du monde entier. Les satellites couvrent pratiquement la totalité de la planète. On a des outils de plus en plus légers, la preuve cet entretien. On a aussi une rapidité dans la manière dont les réseaux sociaux véhiculent l'information, la désinformation, la manipulation, les fake news et hélas tout ce charivari qui est extraordinairement dangereux et pernicieux pour nos démocraties et pour les opinions publiques. Donc oui, le métier a changé, mais encore une fois, il y a différentes formes de journalisme, il y en a toujours eu d'ailleurs. Et puis, il y a toujours du journalisme de qualité, des médias de qualité, et puis un peu tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prolifération, c'est aussi la facilité, sur Internet en particulier, de dire je suis journaliste alors qu'on ne l'est pas. Enfin, n'importe qui maintenant, et si possible sous pseudo, dit n'importe quoi, à propos de n'importe quoi d'ailleurs. Donc voilà, il y a une espèce, de ce point de vue, oui, de déformation du vocabulaire déjà. Est-ce que dans votre exercice, après les nombreuses critiques qui sont venues aux oreilles des journalistes, vous avez modifié peut-être votre façon de pratiquer le journalisme? Écoutez, le journalisme a toujours été critiqué, c'est normal. Et en tout cas, c'est l'une des vertus de nos sociétés. Et en démocratie, on critique, fort heureusement. À partir de là, moi j'ai été à une école assez classique où on m'a expliqué qu'il fallait être rigoureux, qu'il fallait s'intéresser aux faits, qu'il fallait être précis. Qu'il ne fallait pas laisser ses propres opinions, qu'elles soient politiques ou émotionnelles, filtrer ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, je crois que c'est une école de rigueur qui est toujours d'actualité. Je ne vois franchement pas de raison d'en changer. Justement, vous qui avez travaillé pour des chaînes américaines, pour nommer que une émission que tout le monde connaît peut-être, 60 Minutes. Aujourd'hui, vous êtes sur France Culture, vous êtes passé par France 3, Antenne 2. Vous qui connaissez les télés étrangères, est-ce que la manière de pratiquer le journalisme en France est la même manière que pratiquer le journalisme aux États-Unis par exemple? Alors sûrement pas, les cultures sont très différentes et la langue est très différente. L'anglais est une langue très abrégée, avec des mots qui font une ou deux syllabes. Et donc il y a une rapidité, il y a un style extrêmement différent, y compris dans la manière de pratiquer l'interview par exemple. En France, on sort aussi d'une longue période d'hibernation, pour être poli, où à la télévision en particulier, le pouvoir politique contrôlait la télévision publique, disons en gros, jusqu'à la fin des années 70-80. Donc moi j'ai eu la chance, grâce à Pierre Desgroupes, qui était un grand monsieur de la télévision en France, l'homme de 5 colonnes à la une, et puis président d'Antenne 2 à l'époque, dans les années 80, qui a véritablement libéré et modernisé le service public de la télévision. À partir de là, les cultures sont très différentes. De la même manière, je travaille assez souvent pour la BBC. Les Britanniques ont aussi un style assez différent, mais ça tient beaucoup à la langue, à la culture politique, bien sûr, et à la manière dont nos sociétés fonctionnent. Bon, dernière question, j'ai sorti mon téléphone pour cette question, parce qu'on s'est dit que ça serait sympa peut-être de faire un petit retour en arrière sur un événement marquant dans l'histoire qui s'est passé au mois de novembre. Et je vous propose de voir ce petit extrait que je pense que vous avez dû beaucoup voir ces derniers temps. C'était un certain 9 novembre 1989. Il n'y a plus de rideau de fer. J'aimerais arrêter là. Quand vous dites, donc il est 20h, vous dites
Il n'y a plus de rideau de fer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce qu'il faut quand même resituer, c'était un événement historique et à ce moment-là, on ne savait pas encore trop ce qui se passait. Non, mais on avait, vous savez, c'est un travail d'équipe. C'est un métier d'ailleurs où on travaille beaucoup en équipe. Et là, oui, enfin c'était pour moi une émotion particulière parce que j'avais fait beaucoup de reportages dans les années précédentes. Et même un mois avant, il me semble, vous étiez en direct depuis le mur de Berlin, il me semble. Non, j'étais en direct le lendemain. Oui, Le non, lendemain. Il y avait un mois avant aussi. Sur le site de l'INA, j'ai trouvé une archive comme ça aussi. Ah ben bravo, donc vous avez meilleure mémoire que moi en quelque sorte, ou Lina a meilleure mémoire que moi. Oui, mais à ce moment-là, ce qui compte dans ce genre d'exercice, c'est de trouver les mots. Donc une manière à la fois sobre et si possible efficace d'exprimer, d'expliquer ce moment qui, c'est vrai, était un moment où l'histoire a frémi et où, en Europe en particulier, le choc était immense. Et que vous avez pu suivre aussi en direct dès le lendemain. Ce qui était une des premières Absolument. fois. On a eu les bons réflexes, on a affrété un avion dans la nuit, on était à Berlin au petit matin, on a pu installer, à l'époque, on transportait des caisses et des caisses de matériel, on voulait diffuser en direct, et l'ingénieur qui s'occupait de la transmission satellite, tout à coup on prend l'antenne à 20h, le chancelier Kohl vient de passer, c'est un scoop mondial, et je vois l'ingénieur qui me fait le grand signe en disant rien ne passe à l'antenne parce qu'il y avait dans le mur des moellons en fer qui avaient faussé les calculs pour taper le satellite. Donc voilà, on a perdu une vingtaine de minutes et puis on a pu prendre l'antenne. Mais oui, c'était un moment tout à fait singulier et que j'ai eu la chance de vivre. Merci beaucoup, Christine Ockrent, pour tous ces témoignages, ce retour dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous.